Voilà, c'est évidemment l'idéal, mais c'est vrai qu'aussi apprendre des comptines ou apprendre des chansons, ça donne le rythme, ça donne l'intonation. Et c'est ludique. Voilà qui m'amène à vous poser cette question. Est-ce qu'il faut un profil particulier pour être hypnotisé et apprendre l'anglais ? Non, justement, mais c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la méthode qui va s'adapter au fonctionnement, à la personnalité de l'élève. Donc si par exemple, justement, c'est une des difficultés de notre pédagogie actuelle, c'est qu'en fait, pour l'apprentissage de la lecture, par exemple, ça privilégie les enfants qui stockent les informations de façon visuelle. Et donc, tous les enfants auditifs, kinesthésiques, etc., ils ont souvent des difficultés, ce qui peut entraîner aussi des dyslexies ou autres. Et alors que là, cette technique-là, justement, en proposant tous les paramètres sensoriels, va permettre à n'importe qui Là, vous le dites, et vous n'avez pas de fiche, vous êtes vraiment convaincu. Un mot sur les lettres. Pourquoi les lettres ? Par exemple, la méthode alpha d'apprentissage de la lecture ou des langues pour les enfants, ça marche super bien. Là, par exemple, on ne va pas parler de S, on va parler du serpent qui siffle en sillonnant dans les sillons sous le soleil. Et en anglais, ça donne quoi ? Qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes ? Vous connaissez le fameux vers de Racine. Donc en fait, l'enfant, de façon très ludique, va être complètement pris dans l'histoire et sans s'en rendre compte, il va savoir écrire le S, le lire et l'associer à différents mots. Ça va rentrer tout seul. Merci. Voilà. Merci Yvette. Merci à vous. Olivier, vous avez la main verte. On passe d'un sujet à l'autre comme ça, mais on a j'ai souvent la main pleine d'encre. Oui, c'est vrai, on parle d'hypnose, on parle de main... Oui. Non, la main pleine d'encre, oui, la main verte... Bon, on va marquer une petite pause sur ce plateau. On va aller retrouver Sophie qui nous attend dans son studio pour nous parler de ces plantes vivaces que l'on peut avoir toute l'année grâce à ses conseils. Sophie, le mètre carré. Bonjour à tous. 1 mètre carré de plantes vivaces pour 12 mois de floraison. J'imagine que ça vous tente. Et ce qui est bien, c'est que ce sont les mêmes plantes pour un balcon ou pour un massif directement en pleine terre. Commencez par découper 1 mètre carré en 4 cubes, comme ici. Et dans chaque petit cube de 50 de côté, 3 plantes seulement. Une basse, une moyenne et une haute, légèrement en retrait. Ce qui fait qu'elles ne vont pas s'étouffer les unes contre les autres. Elles prendront parfaitement la lumière et l'air aussi. En janvier, Bergénia. En février, Rose de Noël. En mars, Prime Vert. En avril, Violette. Et ainsi de suite. Si vous manquez d'inspiration, d'imagination, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur Internet où l'on trouve, en tapant juste quelques mots, des listes tout entières. Vivaces, floraison, janvier par exemple. Et là, vous avez une bonne trentaine de plantes, systématiquement. Vous avez remarqué ? Je garde les petits chromos. Le chromo, c'est cette étiquette, tout simplement parce qu'il y a dessus la taille adulte de la plante, l'exposition plus ou moins ensoleillée dont elle a besoin. Je ne les garde pas pour faire joli, je les garde seulement parce que tous les végétaux qu'on achète en pépinière ou en jardinerie doivent être garantis de reprise. C'est-à-dire que si d'ici fin mai, rien n'a poussé, ni un bourgeon, ni une fleur, c'est que la plante a mal au ventre, ou peut-être même qu'elle est morte complètement. Le pépiniériste doit vous la remplacer ou encore vous la rembourser. Mais pour ça, il faut garder et le chromo et le ticket de caisse, c'est indispensable. Mais la meilleure garantie de reprise est quand même l'arrosage. 1 fois par semaine pendant 1 année tout entière, c'est obligatoire. Une petite question webcam maintenant, et c'est Jean-Paul. Bonjour. Bonjour Sophie, ma femme aime les plantes en suspension dans la salle de bain. Qu'est-ce que vous me conseillez de lui offrir ? Eh bien Jean-Paul, pour votre chair et tendre, je vous propose les orchidées. Ce sont des plantes épiphytes. Épiphytes donc qui vivent dans la nature suspendues aux arbres, sans terre, sans terreau, sans rien. Vaporisation quotidienne avec de l'eau de pluie, en plus de l'hygrométrie de la douche. Alors, un petit mètre carré de nature, ça change la vie, non ? À bientôt. Mètre carré de nature, hein, mini surface, maxi plaisir, ça change la vie. Merci Sophie. Olivier Larisa, auteur lorrain, nous allons nous intéresser à présent à votre parcours, Olivier. Vous dites venir... J'ai peur là, j'ai peur. Non, c'est facile. Vous dites venir d'un milieu où le seul support qui pouvait vous relier à l'art, c'était le livre, la lecture. Oui, je confirme. Pas les autres, pas le cinéma, pas le théâtre. En tant que spectateur peut-être, mais ça me paraissait être d'un univers totalement inaccessible. J'aurais jamais pensé, ça ne me serait jamais venu naturellement d'espérer devenir acteur. C'est quelque chose qui était en dehors de ma sphère quotidienne. D'accord. Le livre, c'est un compagnon depuis l'école, vous l'avez écrit. Oui. Tout à chacun, hein. Je veux dire, a droit à une éducation où le livre est encore
très présent. Pour combien de temps, on ne sait pas. Oui. Mais on ne fait pas forcément attention à ça. Et ce qui serait important, c'est d'amener justement les enfants à goûter le livre. Autrement dit, quand vous étiez gamin, quand il fallait vous faire plaisir, il fallait vous offrir un livre, un beau livre? Justement pas. J'ai pas eu ce plaisir de la lecture avant très longtemps. D'accord. Je lisais des magazines, il m'arrivait de lire des... mais la littérature m'est venue très très tard. Ah, vous très, avez très rattrapé le temps perdu alors. Hein. J'essaye. 10 années de publication, 10 ouvrages. C'est bien. La littérature vous a suivi à l'université, jusqu'à devenir même universitaire. Oui. Détails, explications. Vous avez enseigné? Je trouvais ça assez fabuleux de pouvoir faire partager à un groupe d'individus, en l'occurrence des étudiants, quelque chose qui tourne autour des sentiments de l'humain et du regard qu'on peut avoir sur le monde. Et la littérature, c'est ça. D'accord. C'est un voyage collectif et une interrogation aussi sur ce qu'on vit, nous, les hommes, sur notre aventure commune sur cette terre. Et pouvoir partager ça, pouvoir parler de ça, je trouvais ça extraordinaire. Où allez-vous chercher votre inspiration? J'ai parlé tout à l'heure du détail de cet ouvrage. Où allez-vous chercher votre inspiration en général? C'est très varié, ça dépend des livres, mais c'est vrai que pour le choix des âmes, qui se passe 90 ans en arrière, j'ai préféré me rendre sur les lieux, sur cette montagne absolument extraordinaire, gravir ces tranchées, passer du temps même, je dois le dire, même un morceau de nuit dans un bunker, pour ressentir les choses, m'imprégner. Donc j'essaie de retirer des éléments de la réalité. Je m'inspire de la réalité. Quand je vous posais la question tout à l'heure par rapport à ces scènes que vous avez dû vivre dans une autre vie, c'est remarquable. Exemple, extrait, page 60. Je cogite de la sorte quand une puissante déflagration nous projette à plusieurs mètres. Le chaos, du brun et du noir, des souvenirs qui fulgurent, les explosions continuent de secouer le sol. Je ne les perçois plus. Il y a aussi du poétique. Hein. La chouette ululait, cette nuit, la lune a tout vu. Elle aussi, d'abord, s'immisçant un peu honteusement parmi les feuillages. Comment on arrive à passer en quelques pages comme ça de la poésie au dramatique? Je pense que c'est la variété de ce que ces gens-là ont vécu et c'est la variété de la vie. La littérature, c'est parfois un reflet de la vie et la vie, elle est diverse, elle est variée. Ce qui est intéressant, un peu aussi comme dans votre métier, c'est qu'on peut toucher des sujets différents, on rencontre des personnes et des personnages différents, même s'ils sont fictifs. On se construit aussi et on amène le lecteur à voir une autre vie. D'accord. Vous êtes imprégné des lieux pour le choix des âmes. Vous êtes allé sur ce monument historique de la Première Guerre mondiale. Oui. Ça, c'est important de le dire. Un auteur, vous dites aussi que c'est une vie de bohème et de dilettante. Il est toujours en alerte. C'est quelque chose d'un peu étrange d'être auteur. Enfin, là, je le suis à plein temps, entre guillemets. Et c'est difficile d'ailleurs de faire expliquer aux gens comment on fonctionne. Parce que même si vous écrivez... Déjà, on n'écrit pas tous les jours. Bon, certaines personnes le font. Mais même quand on est en phase d'écriture... on écrit 1h30, 2 heures, certaines peuvent faire plus longtemps, mais on a besoin d'un temps d'incubation, on a besoin de flâner pour emmagasiner des émotions. On a besoin aussi de voyager, on a besoin de vivre. Il faut parfois se garder de la tentation de vivre pour écrire. Mais c'est vrai qu'on a besoin de palper la réalité et de rencontrer, de palper l'humain pour écrire. Alors vous avez gagné une certaine expérience en 10 ans maintenant de littérature. Est-ce que vous avez encore l'angoisse de la page blanche quand vous lancez sur l'écriture d'une histoire? Franchement, j'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. C'est quelque chose que j'ai jamais ressenti. C'est pas ça, moi, mon angoisse. Mon angoisse, c'est quand j'ai terminé un manuscrit, que j'ai fignolé un manuscrit, parce que j'essaie toujours de faire le maximum. C'est ensuite, quand il y a tout un collectif qui intervient dessus. C'est-à-dire l'équipe éditoriale, voilà. Et c'est toute cette transformation qui fait que le livre, à un moment donné, est accessible au lecteur, se retrouve dans les librairies. Et ça, par contre, c'est quelque chose, pas toujours d'angoissant, mais il y a aussi un peu d'adrénaline, même quand on vient parler d'un livre sur un plateau. Mais ça fait aussi partie de la littérature, quelque part. Mais ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise plus. D'accord. Tout à fait. Alors que le texte, on le maîtrise. Et nous maîtrisons les jeux dans cette émission, puisque nous proposons de gagner le choix des âmes d'Olivier Larisa, notre invité. Une question, notre invité partage son temps entre les Antilles, la Polynésie ou la Réunion, ou la Nouvelle-Calédonie, non pas la Réunion. Vous nous écrivez la réponse au 03 83 50 41 41, vous téléphonez au LCA matin, @france3.fr, voilà pour gagner le choix des âmes d'Olivier Larisa, notre invité. Vous aimez, quand vous revenez à Thionville, aller siroter une boisson rafraîchissante sur les terrasses des cafés de Thionville, retrouver les copains d'enfance? J'aime beaucoup, effectivement, prendre ce temps pour ça. Ouais. D'accord. Alors, dans un instant, on va parler de Thionville. Et Thionville, vous faites aussi beaucoup de vélo dans la région. J'en faisais. Oui. Mais j'adore le vélo. Hein. C'est un virus. D'accord. Nous aussi, on a tous le virus. Jérôme,
Jérôme Coll, d'un magasin de sport de la région de Nancy, à Essé très précisément. Donc, vous êtes concerné par une opération diagnostic vélo. Voilà, donc du 21 mars au 3 avril, on lance une opération qui permettra de contrôler les vélos visuellement et d'éliminer tous les petits problèmes qui peuvent survenir. D'accord. Un contrôle en 22 points. Explication. On va contrôler l'état des câbles, l'état des freins, donc des patins, l'état des pneus, jusqu'au plus profond. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ça concerne essentiellement la sécurité routière. Quand on parlait de patins, c'est le freinage. Hein, les pneus... Une sorte de contrôle technique pour éviter les accidents et les problèmes. La prévention routière est partenaire de l'opération? Oui. D'accord. Rappel de ce qui est obligatoire sur un vélo, Jérôme. L'éclairage, la sonnette, un éclairage avant, un éclairage arrière, un avertisseur sonore, des catadioptres avant et arrière et sur les pédales. C'est-à-dire que les cyclotouristes qui roulent avec les beaux vélos de course doivent avoir un avertisseur sonore. C'est obligatoire. D'accord, c'est une confirmation. Combien de temps dure le contrôle? Ça prend un quart d'heure. D'accord. D'accord. Dites-nous un peu où on en est avec la législation sur le gilet. On doit porter un gilet, mais pas dans toutes les occasions? Oui, le gilet obligatoire hors agglomération de nuit et par mauvaise visibilité. D'accord, s'il brume ou... Voilà, d'accord. Tout le monde peut venir avec n'importe quel vélo. On a parlé de vélo de course, ça peut être aussi un VTT, un VTC. N'importe vélo, n'importe quel vélo, n'importe quelle marque et dans n'importe quel magasin. D'accord. Vous soulignez... Partenaire dans les 700 magasins. D'accord. Jérôme, vous soulignez lors de ce contrôle les points ou équipements à surveiller ou améliorer, mais l'usager reste libre de faire réparer ou pas? Oui. On lui donne une obligation, non, c'est pas un contrôle technique de vélo? Totalement libre. D'accord. Quels sont les petits pépins les plus fréquents qu'on peut rencontrer pendant ces contrôles? C'est les câbles, les pneus usés, les vélos qui ont été un peu délaissés. L'opération a commencé le jour du printemps, le lendemain, le printemps, c'était le 20. Qu'est-ce qui, ça marche? Vous avez des questions? Ça démarre doucement, c'est vrai que la météo... Oui, la météo n'aide pas. Voilà. Cycliste, vous, jusqu'à quel âge? 24 ans, mais en compétition ou pas? Ah, oula. D'accord, oui. Amateur. J'ai des bonnes pantoufles aussi, vous savez, chez moi, pour regarder la télé, c'est efficace. Ouais. Non, j'ai fait du vélo, j'aime beaucoup, et je suis passionné vraiment de la grande boucle. Je suis passionné du Tour de France, qui viendra d'ailleurs en Lorraine cette année. Il y a une jolie étape Vittel-Colmar à Vittel le 16 juillet ou 17 juillet. Voilà, Vittel-Colmar, mais elle va emprunter aussi les routes de l'Aube et de la Haute-Marne, pour nos téléspectateurs de Champagne-Ardenne. On dit un mot sur les livres que vous avez fait sur le Tour de France, on rappelle? Oui, on peut en parler. Eh ben on y va, alors on en dit un mot, là aussi. Alors, ce livre, c'est le Tour de France. On voit le personnage emblématique du Tour de France, le diable. Oui, le Tour de France, oui. le diable, ouais. Je me suis longtemps demandé qui c'était, ce diable rouge qu'on voyait sur les routes du Tour. Et jusqu'à ce que j'ai pu le rencontrer, finalement, c'est un fan allemand, concepteur de bicyclettes fantasques. Et c'est notamment, il détient le record de la plus grande bicyclette du monde. Il a imaginé une bicyclette énorme. Voilà. Tous les détails. C'est un livre d'anecdotes. Des idées, non? Ouais. Jérôme, on va rappeler que cette opération a commencé le 21 mars et qu'elle se poursuit. Jusqu'au 3 avril. D'accord, dans plus de 700 magasins. Il y a un site en lien avec le nôtre pour nous donner les adresses de ce magasin et que c'est gratuit. Oui, totalement gratuit. Voilà. Bon, bah écoutez, il nous reste à souhaiter une bonne route à tous les téléspectateurs qui nous regardent. N'oubliez pas de passer pour ce diagnostic vélo, c'est le titre du site.com. Vous savez que la France, j'ai un chiffre à donner aux téléspectateurs. La France compte plus de 20 millions de pratiquants de vélo, soit 45% des Français âgés de 4 à 65 ans. La petite reine est reine en France, c'est bien. Nous allons dans un instant revenir à Thionville, mais pour le moment, je propose une petite carte touristique